Bonjour Geoffroy de la Gannerie. Bonjour. Bienvenue dans le média Aloha News. Aujourd'hui, donc, vous êtes à Bruxelles. On va, comme d'habitude, faire un entretien comme prévu. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est la manière de voir les bouleversements sociaux et les injustices sociales. La question est, est-ce que avec de l'empathie, on peut mieux comprendre tous ces phénomènes-là? Moi je pense que la question de la critique sociale, c'est la question des systèmes de pouvoir. C'est-à-dire le fait que dans le monde social, il y a des systèmes qui organisent le fait qu'il y a des élus et il y a des déchus, le fait qu'il y a des persécutés et des persécuteurs, le fait qu'il y a des dominants et des dominés, et que toute personne, parce qu'elle vit dans le monde social, elle est nécessairement d'un côté ou de l'autre, sur plein de rapports, mais nécessairement on active des systèmes de pouvoir quand on évolue dans le monde, comme garçon, comme noir, comme blanc, comme homosexuel, comme transgenre, comme femme voilée, etc. Et donc on est tous pris dans une multitude de systèmes de pouvoir. À partir de ce moment-là, la question qui se pose, c'est que toute vie est relationnelle et différentielle. C'est-à-dire que le fait que nous vivions une vie est solidaire du fait que d'autres gens sont privés de vivre cette vie, ou d'autres gens sont exclus de possibilité de vivre un certain nombre de choses, et donc que les dominants et les dominés sont tous les deux pris dans un système qu'on peut appeler dégueulasse, c'est-à-dire soit parce qu'ils exercent de la domination, soit parce qu'ils subissent de la domination. Et c'est pour ça que la critique politique, elle est une critique qui doit être rassembleuse, parce qu'on peut dire que du point de vue des gens qui sont dominants, moi, par exemple, j'ai beaucoup de traits dominants, par exemple, socialement. J'ai pas envie de vivre dans un monde où j'exerce de la domination, et les gens qui sont dominés n'ont pas envie de subir la domination que je peux exercer malgré moi, ou parce que des systèmes de pouvoir m'ont envahi à ma naissance. Et de ce point de vue-là, en effet, l'empathie est un bon système, mais je dirais peut-être plus que ça, je dirais mettre dans la tête des gens de la mauvaise conscience. C'est-à-dire, je pense qu'il est très important de faire prendre conscience aux gens de la notion de privilège. C'est-à-dire que le fait d'avoir accès à un certain nombre de biens ou de libertés, marcher librement dans la rue sans être contrôlé par la police, pouvoir aller au restaurant, pouvoir manger tous les jours, etc. C'est des privilèges. Et si on a des privilégiés, c'est qu'on a des gens qui travaillent pour nous donner ces privilèges, ou des gens qui sont exclus de l'accès à ces privilèges. Et donc, de ce point de vue-là, le fait de vivre sa vie avec mauvaise conscience, quand on est un dominant, c'est à mon avis le point de départ d'une pratique politique libératrice. D'accord, Édouard Louis, donc, qui avait sorti un livre qui s'appelle Qui a tué mon père, qui est sorti en 2017, parlait d'une thématique, c'est de l'absence. Et il se posait la question qui est là, qui n'est pas là, etc. Est-ce que c'est un dicton très populaire que j'ai envie de vous poser? Est-ce que les absents ont toujours tort? En fait, les présents ont toujours tort de créer des absents. Et les présents sont d'autant plus responsables quand ils ne s'interrogent pas sur le fait que quand ils produisent des choses, ils excluent structurellement des gens du fait d'être là. Bon, ça a été l'une des grandes questions du mouvement social notamment, et la question du mouvement social traditionnel de la gauche, qui s'est constitué autour d'un certain nombre de thèmes dont ont été structurellement exclus, par exemple les jeunes des garçons populaires, les problématiques liées à la police, liées à l'islam, liées à la race. Et ça veut dire que dans le mouvement social de la gauche tel qu'il s'est construit depuis les années 60-70, autour de l'économisme, de la question du travail, de la question de l'économie, ça a été aussi structurellement produire des exclus, produire des voix absentes, comme dit Didier Ribon, produire des individus qui étaient, au-delà d'être absents, même pas pensés comme pouvant être présents. C'est-à-dire c'est quelque chose de plus en fait. Et de ce point de vue-là, les absents ils sont jamais responsables de rien, ils ont toujours, ils subissent un système d'exclusion. Et le principe de la critique politique, c'est d'élargir le spectre de la présence et de savoir qu'il y a toujours des individus qui, c'est même pas qui se vivent comme absents, c'est qui pensent que c'est même plus pour eux. C'est-à-dire qu'on parle tellement à leur place, on parle tellement de choses abstraites qu'ils se disent c'est même plus pour moi. Beaucoup de gens aujourd'hui vont dire la gauche ça veut rien dire pour moi. Bon, voilà. Ça veut rien dire pour moi. Enfin, moi en tant que tel, je me dis si la gauche, il y a des gens qui disent pour moi le signifiant gauche ne s'adresse pas à moi, ça veut dire que la gauche a organisé des absences et qu'aujourd'hui le rôle c'est de rassembler ces voix. C'est intéressant ce que vous dites quand vous parlez qu'il y a des présents qui parlent d'autres personnes et qui n'ont pas forcément voix au chapitre, etc. Dans la sphère médiatique, on peut apercevoir qu'il y a différentes thématiques qui sont abordées, que ce soit, comme vous l'avez dit, la thématique des quartiers populaires, la thématique de la pauvreté, de l'immigration, etc. La question que j'ai envie de vous poser concernant la pauvreté, j'ai le sentiment qu'on parle des problèmes qu'engendrent entre guillemets les pauvres. Est-ce que c'est une manière aussi de ne pas questionner la pauvreté en se focalisant, en disant que les gens des quartiers populaires, le problème c'est la religion, le problème c'est ci, c'est ça. C'est une manière en fait de faire diversion et de ne pas parler d'une thématique qui est centrale et qui préoccupe un petit peu tout le monde, c'est la pauvreté. En fait, moi je pense que la question sociale ou économique, elle est mal posée quand elle est posée d'un point de vue économique. C'est-à-dire que si jamais on pose la question de la pauvreté seulement du point de vue de l'exploitation ou de l'accès aux ressources économiques, on ne comprend pas que le fait d'être dépossédé économiquement, ça engage beaucoup de choses. Ça engage le rapport à l'espace public, la capacité à se transporter. Assa Traoré, elle dit quelque chose de très très beau sur son frère Adama. Elle dit par exemple les jeunes des quartiers populaires, on leur vole leurs rêves. C'est des garçons qui ne rêvent pas.
C'est tellement impossible l'idée de vivre dans ce monde, d'imaginer même prendre le RER, d'imaginer d'aller à Paris, de faire des études, que c'est des gens dont on a volé les rêves. On lui a enlevé sa vie à 24 ans, mon frère il avait des rêves. Mon frère aurait pu avoir une autre vie, se marier, avoir des enfants, travailler, voyager. On lui a enlevé tout ça. On lui a enlevé tout ça. Donc ce combat, on lui doit. Ce combat, c'est pour lui. C'est pour ce combat. Il a laissé une famille derrière, il a laissé des frères et sœurs. Ce combat, on lui doit. C'est comme ça. Parler de la question du rêve, de l'imaginaire, de se projeter, ça parle de la dépossession économique, ça parle de l'exploitation, mais d'une manière qui interroge aussi les imaginaires, les médias, l'espace public, l'état social. Et donc je pense que paradoxalement, on est beaucoup plus en contact avec la question économique si on la branche sur d'autres types de signifiants. Par exemple, dans son livre « Qui a tué mon père ?», Édouard il parle de son père, donc de l'exploitation, la destruction du corps. Il parle aussi de la masculinité et il dit par exemple « Mon père, il s'empêchait de pleurer ». Voilà. Il ne voulait pas pleurer, il trouvait que c'était pour les femmes, pour les PD de pleurer. Et donc ça, c'est une manière de parler de la condition ouvrière en interrogeant aussi la question de la masculinité. Il dit aussi de manière très belle que son père n'a pas eu de jeunesse, n'a jamais été jeune, il est passé du lycée à l'usine tout de suite. Donc ça veut dire que c'est des gens dont on a volé ce moment très particulier dans la vie, que le fait d'être jeune, le fait d'être un peu en dehors du monde du travail, en dehors de l'exploitation, d'avoir du temps libre. Bon, alors parler de la question économique à partir de la question des rêves, de la question des larmes, de la question de la jeunesse, eh ben, je pense que c'est la meilleure manière de parler concrètement de ce que c'est que l'économie, alors que si on fait des discours très généraux sur l'exploitation au travail, en fait on est beaucoup plus déconnecté de la réalité de ce que c'est qu'être pauvre. D'accord, je vais rebondir sur ce qu'avait dit Édouard Louis. Il avait dit que toute l'identité de classe, c'est une identité sexuelle, et il avait dit que les luttes de classe, c'est une lutte de genre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pouvez développer cette idée-là? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une méconnaissance des logiques de reproduction de classe si on n'intègre pas la question de la domination masculine. Et que l'une des mécanismes essentiels, par exemple, de l'exclusion du système scolaire par les garçons, notamment des quartiers populaires, c'est le fait de définir la culture comme du féminin. C'est le fait de désigner l'attitude scolaire, le fait d'être bon à l'école, le fait d'être assidu, le fait de faire ses devoirs, comme étant, c'est très connu en sociologie, du côté de la maison, donc du côté des femmes, donc du côté de l'intérieur, donc du côté de l'efféminement. Et qu'à l'inverse, les garçons vont souvent promouvoir une éthique du sport ou du dehors ou de l'affirmation masculine, etc., qui va passer par un refus de la culture scolaire. Or, ce refus de la culture scolaire, il produit une élimination systématique de ces garçons des quartiers populaires qui vont ensuite être exclus de la possibilité d'accéder à d'autres types de postes et qui vont être enfermés dans les destins de classe. De ce point de vue-là, on voit, et ça, je pense, c'est des analyses très belles on a Didier Ribon d'un Retour à Reims qui en parle, il y a un sociologue qui s'appelle Paul Willis, il y a Édouard aussi dans son livre, qui est l'idée selon laquelle la question, par exemple, de la lutte contre la domination masculine ou contre l'homophobie n'est pas différente de la question de la lutte contre les dominations de classe parce qu'elles sont complètement articulées, parce qu'elles sont complètement prises. Donc quand certains idéologues vont dire aujourd'hui la gauche se préoccupe plus des gays que des ouvriers, la force qu'il faut dire, c'est si vous combattez la domination masculine, vous combattez aussi l'élimination systématique des garçons populaires, des garçons des quartiers populaires du système scolaire. Alors moi j'ai une question par rapport justement au genre. Christine Delphi dans l'un de ses livres, elle questionne qui sont les autres. Et aujourd'hui encore, on constate que lorsqu'on parle des minorités, on parle très souvent des minorités sexuelles, mais alors on met aussi, enfin des personnes qui portent des handicaps, mais on parle aussi des femmes dans ces minorités-là. Comment se fait-il qu'encore aujourd'hui les femmes fassent partie de cette minorité, alors qu'on pourrait très bien définir le monde, on pourrait le diviser en deux et dire il y a les hommes, il y a les femmes, pourtant les femmes continuent à être dans cette minorité. Alors il y a une très belle théorie de Deleuze sur ça, qui dit très bien dans un livre qui s'appelle Mille plateaux, où il dit la minorité c'est pas affaire de nombre. Par exemple, il y a plus de moustiques que d'hommes, il y a plus de fourmis que d'hommes, mais les fourmis on les écrase, les moustiques on les écrase et c'est pas eux qui nous écrasent. Donc la question de la minorité c'est la question de la domination. C'est la question de qui écrase qui, c'est la question de qui est méchant avec qui. Donc c'est une question de structure de domination de la minorité. Et on peut dire que les migrants aujourd'hui, on sait je sais pas combien, il y a 60 millions de personnes qui vivent dans des camps. Par exemple, aujourd'hui, à l'échelle du monde, je crois que si on prend la population des camps, c'est l'équivalent du 2e pays du monde en population. Tous les gens qui vivent dans des camps aujourd'hui de réfugiés, bon, ils sont majoritaires en quelque sorte, on peut dire, mais ils sont des dominés, parce qu'il y a des structures de domination, des persécutions qui pèsent sur eux. Donc en fait, la minorité n'est pas une question de nombre, c'est une question de structure de domination. Et à partir du moment où aujourd'hui, bon, MeToo l'a montré, les sociologues l'ont montré, il y a une persistance, malgré les progrès du féminisme, de la domination masculine, les femmes peuvent être définies comme une minorité. Alors justement, quand on parle des minorités, souvent on dit que il faudrait que ce ne soit pas les minorités qui créent des espaces pour les minorités, mais plutôt que le pouvoir dominant réalise qu'il y a des dominés et que ces dominants créent des espaces pour ces minorités. Alors est-ce que effectivement c'est aux dominants de réaliser leurs privilèges et donc d'agir en conséquence, ou c'est aux minorités de créer leurs propres espaces, leurs propres structures
étant exclus de certaines structures dominantes? C'est une question très difficile, ça. Déjà, moi, je ne suis pas dans une posture normative. Donc si jamais, par exemple, des membres de groupes dominés, des mouvements noirs ou des mouvements féministes ou des mouvements gays, etc., se pensent en mode de créer des espaces non mixtes, autonomes, sortant des logiques de la domination, ne reconnaissant pas les structures dominantes, je vais jamais, moi, dire « non, c'est pas ça qu'il faut faire ». Enfin, tu vois, j'accompagne les mouvements et les gens tels qu'ils ont envie de vivre leur vie. Et l'un des grands principes pour moi de la gauche, enfin pour moi, l'un des valeurs centrales, c'est le pluralisme. C'est-à-dire le fait qu'on vit dans des sociétés plurielles, où les gens ont des aspirations, des valeurs, des modes de vie pluriels, et le rôle de l'État ou du mouvement social, c'est de faire en sorte que les gens puissent vivre la vie qu'ils ont envie de vivre, point. Donc on ne va pas commencer à hiérarchiser les aspirations ou la manière de vouloir être heureux, ou de vouloir se sentir bien dans tel type d'espace ou dans tel autre. Après, il y a une chose qui est importante malgré tout, qui est le fait qu'on ne peut pas échapper à l'idée qu'il y a des structures de domination, et que de ce point de vue-là, parfois, il peut y avoir dans les mouvements minoritaires une certaine transformation de la marginalité en élection. C'est-à-dire de dire, puisque je suis exclu, je vais me mettre à la marge et ce sera mon choix de mode de vie. Est-ce que c'est pas une manière de ratifier l'assignation à la marge? Alors il y a un très beau texte de Didier Ribon sur ça, sur la question du mariage gay, où il y avait des oppositions de gays à cette revendication en disant que c'était se normaliser. Tu sais, demander le mariage gay, c'était se normaliser, alors qu'il fallait cultiver un mouvement gay plus transgressif, qui faisait draguer dans les parcs, le multipartenariat, et qui se reconnaissait pas dans l'état bourgeois de mariage. Et ce que Didier avait dit, c'était que le fait qu'il y ait par exemple des gays qui couchent dans les parcs et des hétéros qui se marient, c'est ça la norme. C'est pas, c'est l'organisation de ceux qui sont à la marge et ceux qui sont au centre, alors qu'à l'inverse, si vous contaminez le centre par une pratique qui était marginale, en fait, vous transformez le système. Et en fait, le système, c'est pas la domination du mariage hétérosexuel et les gays marginaux, c'est l'organisation de qui est à la marge et qui est au centre, et que parfois, changer le centre, c'est beaucoup plus révolutionnaire que de se marginaliser. Et donc, je pense que stratégiquement, il faut contester aux dominants tout ce qu'ils ont accaparé. Il ne faut pas du tout leur reconnaître ce dont ils privilégient, ce dont ils bénéficient. Il faut leur contester tout en disant « le monde, il est à nous, le monde, il nous appartient, j'appartiens au monde autant que vous, et donc je veux tout comme vous avez tout pris au préalable. » Quand on parle de dominant, on parle de qui? Le principe, c'est que moi, je pense pas qu'il faut penser en termes d'individus, mais de structure. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de domination et que nous sommes tous pris dedans, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que ce qu'on veut abattre, c'est pas les dominants, c'est les systèmes de la domination. C'est pour ça que moi, par exemple, je réfléchis beaucoup sur la question de la pénalité, est-ce qu'il faut appeler à condamner les policiers, par exemple, quand il y a des violences policières, ou est-ce que c'est pas individualiser les perceptions par rapport à mettre en question les techniques d'interpellation, la loi, l'idée de contrôle d'identité, donc qu'il peut y avoir une déviation sur les individus qui empêche justement d'attaquer les systèmes qui sont beaucoup plus responsables souvent des actions que les individus. Et donc moi je dirais que les dominants, c'est tous les gens qui bénéficient d'un certain nombre de privilèges et de pouvoirs dans un système donné, mais que les dominants, ils sont pris dans le système comme les dominés, et donc si on veut qu'il n'y ait plus de dominants, il faut abattre le système de la domination et pas viser des individus dominants. Vous avez dit que l'espace de la révolte est l'un des plus codifiés de la vie sociale. C'est super important la question des conditions de la révolte. Je sais que moi ce qui me frappe beaucoup, j'avais écrit ce livre sur les lanceurs d'alerte sur ça, c'est qu'il y a la démocratie qui se présente comme un espace de la dissidence, qui organise le droit de manifester, en fait est l'un des espaces les plus codifiés de la vie sociale, et que tous, quand on est en colère contre un phénomène, eh ben, on va recourir à des répertoires d'action préalablement constitués, qui peuvent être la pétition, la manifestation, même l'émeute, le lobbying, enfin c'est des formes d'action traditionnelles, connues, intégrées, et que de ce point de vue-là, quand on croit qu'on se révolte, en fait on produit une action qui est déjà prescrite par le système de la contestation, et donc en fait on ne prend pas le système par surprise, mais on le fait fonctionner. Et que l'une des grands problèmes aujourd'hui de la politique, à mon avis, et de la gauche en général, qui explique son impuissance, c'est qu'on confond ce que c'est que agir politiquement et ce que c'est que s'exprimer politiquement. C'est-à-dire que par exemple, quand on manifeste, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on n'a pas agi politiquement. On était dans la rue, on a dit je ne suis pas d'accord et on est rentré chez soi. D'accord ? Ça c'est s'exprimer, c'est très important, mais c'est pas agir. Donc la question qui se pose pour moi, c'est que si nous reprenons des modes qui sont présentés comme d'action traditionnelle, en fait nous faisons des modes d'expression déjà préalablement attendus par le système et nous participons du système et nous ne le prenons pas par surprise. Et à ça, moi, j'essaie de réfléchir à qu'est-ce que ce serait des modes d'action qui prendraient l'État par surprise. C'est-à-dire que l'État n'attendrait pas, et je suis très frappé en ce moment, moi, par le renouveau de l'action directe dans la gauche. C'est une grande tradition des années 70, mais le fait de pas seulement s'exprimer, mais agir. On peut penser à l'Aquarius, par exemple. Voilà, c'est des gens, ils vont dire, moi je vais pas faire des pétitions pour que l'État accueille, je prends un bateau, j'affrète un bateau et je repêche des gens qui se noient dans la mer sans moi. Je pense par exemple à des antifas ou des militants sur les migrants qui vont réquisitionner des bâtiments d'État, comme ça s'est passé à Poitiers, comme ça se passe à Montreuil là, pour loger des gens qui sont mal logés et maltraités par l'État. Je pense au groupe que j'aime beaucoup de 169 Libération Animale, qui va libérer des animaux qui sont prêts à être exécutés et qui va les mettre dans des sanctuaires pour les protéger.
Bon, ça, je pense aux lanceurs d'alerte, Snowden, Assange Manning, qui ont fait des fuites et qui ont sorti des documents de manière illégale pour mettre en question les pratiques illégales de l'État. Ça, c'est de l'action directe, c'est-à-dire qu'on agit politiquement. On le fait souvent de manière un peu borderline par rapport à la loi, mais au Cédric Herrou, par exemple, évidemment, quand il va recueillir des migrants et qu'il va les aider. Et ça, c'est des pratiques qui prennent l'État par surprise et qui obligent l'État à se modifier. Parce qu'il ne faut pas obliger que si vous prenez l'État par surprise, alors c'est vous qui faites le temps politique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à réagir à l'État qui fait quelque chose de mauvais ou de dégueulasse en allant manifester, mais c'est vous qui dites « moi je veux qu'il se passe ça ». Et maintenant, c'est à toi, l'État, de réagir à mon action. Et très souvent, c'est ça qui produit des transformations. Les lanceurs d'alerte, par exemple, ont produit des transformations législatives sur la protection des lanceurs d'alerte, sur le secret bancaire, sur la surveillance de masse, ou par exemple Cédric Herrou, avec sa mobilisation, il a quand même fait ce que je pense moi être une innovation juridique en France majeure, qui est la reconnaissance constitutionnelle du principe de fraternité, et qui a fait qu'on a cassé beaucoup de choses dans le délit de solidarité, c'est-à-dire le fait d'aider des migrants à se transporter, à vivre, à aller chez le médecin. Alors si jamais vous commencez dans la loi, par exemple, à penser la fraternité, c'est un principe d'imagination beaucoup plus grand que la liberté et l'égalité qui sont abstraites et qui peut produire des transformations. Donc si on agit directement, si on prend l'État par surprise, c'est à lui de réagir à nous. C'est nous qui faisons le temps politique, nous inversons notre rapport à l'État, et ça pour moi c'est vraiment le foyer d'innovation pour une gauche active aujourd'hui. Est-ce que justement le recours à la violence, c'est aller dans cette idée-là? Parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, finalement, le recours à la violence peut modifier les actions de l'État qui peuvent réprimer davantage ou autre, mais en tout cas, il y a une modification politique. Alors, moi, je pense que d'abord, il faut toujours dire que la violence, c'est les dominants qui l'exercent. C'est un peu comme le racisme anti-blanc. Il n'y a pas de racisme anti-blanc parce qu'il n'y a pas de structure de domination anti-blanche. Il n'y a pas de violence des dominés. Quand un dominé s'oppose à une violence qu'il subit, il n'est pas violent pour moi. Il faut trouver un autre mot pour le définir. J'aime beaucoup une catégorie qu'emploient les antifascistes qui est l'autodéfense. Voilà. Je pense que quand il y a une violence d'État, une violence policière, ou une violence d'une police à la frontière, ou une violence économique, quand quelqu'un réagit à cette violence, pour moi, il n'est pas violent. Pour moi, c'est de l'autodéfense, c'est même l'inverse de la violence, c'est quelque chose qui essaye de contrer la violence ou de diminuer la violence. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on ne va pas interpréter comme violent une action, pour moi, où des antifascistes vont empêcher un rassemblement d'extrême droite, où on va libérer des animaux, où on va loger des migrants. J'arriverai jamais à dire que c'est violent. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est de l'autodéfense, c'est de la nécessité, c'est de la vie, c'est de l'imagination, c'est sain, c'est pur. Donc, pour moi, c'est pas de la violence. Il faut toujours aussi rappeler que ça pose aussi la question de la légalité, hein, bien sûr. Moi, je rappelle toujours quand même que la personne la plus condamnée de France, c'est le préfet de police de Paris, qui a 135 condamnations pour avoir mal traité les migrants, que le Conseil d'État a systématiquement condamné la police pour ses agissements à Calais, le ministère de l'Intérieur parce qu'il ne voulait pas mettre de douche et d'eau pour les migrants qui dormaient dans la boue et qui avaient la gale, etc. Donc la violence, elle est d'État, elle est du côté de l'État, et la question de la loi est une question secondaire. Moi, je pense que la question de la loi est une question secondaire. L'État sait très bien s'en affranchir, nous avons le droit de nous en affranchir. Le but, c'est comment faire vivre un monde plus juste, qui protège, qui accueille, qui fait vivre des pratiques. Alors après, il y a juste une toute petite chose qui est l'exposition à la répression. À partir du moment où on fait des pratiques imaginatives, d'autodéfense, où on met en question la violence d'État, bon, le risque, c'est la répression. Cédric Herrou, les antifascistes, les libérations animales, les lanceurs d'alerte sont tous des gens exposés à un appareil répressif d'État très fort. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut trouver des stratégies aujourd'hui pour ne pas s'exposer publiquement. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut recourir plus à l'anonymat, recourir plus au fait d'être masqué, recourir plus qu'au fait de se dissoudre très vite, de ne pas avoir de leader, etc. Parce que comme le Black Panther Party, dès qu'il y a des figures identifiables, ils sont abattus par le pouvoir. Et après, on a beaucoup de mal à reconstruire un mouvement. Donc il faut trouver des moyens d'être direct, du côté de la justice et de l'autodéfense, sans s'exposer à l'appareil répressif d'État.